Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 14e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Corentin. Corentin est éducateur canin en méthode positive et bienveillante, mais aussi spécialiste du main-trailing et cofondateur de Petit Père, une société de cosmétiques, de friandises et d'accessoires pour chiens. Dans cette discussion, il nous raconte son histoire avec Liska et Oxy, ses 2 malinoises, et son parcours qui l'a amené à entreprendre pour le bien-être de nos loulous. Riche de ses expériences variées, Corentin nous explique sa vision du chien et de la relation que l'humain entretient avec lui, et il nous guide vers de précieuses pistes de réflexion sur ce sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Corentin. Salut Corentin. Salut Claire. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Avec grand plaisir. On va commencer par une présentation. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ouais. Alors écoute, moi je m'appelle Corentin, comme tu l'as si bien dit. J'ai 28, je crois. Ou 27. Je sais pas, faudra demander à mes potes. Je suis éducateur canin depuis 2013. J'ai démarré, on en parlera peut-être après, mais suite à de la garde de chiens, j'ai commencé par faire de la garde de chiens. Et puis ça a surtout démarré quand j'ai eu Liska. Donc la première chienne que j'ai eue dans ma vie, que j'attendais depuis très 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 longtemps. Est-ce que tu peux nous présenter Liska ? Liska, c'est une malinoise qui a 6 ans maintenant. Et Liska, c'est un peu la révélation. C'est de Liska que tout commence. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien depuis que je suis gamin, et il se trouve que mes parents n'ont jamais voulu. Choix, je pense, intelligent, parce qu'à l'époque, je voulais un chien, mais j'étais pas prêt à assumer tout ce que ça comportait. Et du coup, voilà, Liska arrive dans ma vie au moment où je prends mon indépendance et où je sais que j'ai les moyens de m'en occuper, autant en termes de temps que financier, et ainsi de suite. Et Liska, elle change tout parce qu'elle redonne du sens à beaucoup de choses. Elle me fait rentrer dans le monde du chien assez naturellement, en fait. Et puis voilà, c'est de là que tout part. C'est de là que tout démarre. Et la petite deuxième, du coup, c'est une fille de Liska. Parce que, au travers de mon expérience professionnelle, je parlais souvent à mes clients du rôle de la mère vis-à-vis des chiots et ainsi de suite. Et alors, j'ai lu beaucoup, j'ai vu beaucoup et j'ai entendu beaucoup de choses, mais je l'ai pas vécu. Et quand je parle de quelque chose, j'aime bien l'avoir vécu. Je savais que ce serait une super maman. Du coup, je lui ai fait faire une portée et évidemment, j'en ai gardé une parce que j'étais incapable de faire autrement. Voilà. Donc, Oxy, elle a 2 ans maintenant. Et c'est une malinoise aussi, du coup, et c'est aussi une super chienne. Ok. Du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience avant d'avoir Liska et Oxy. Tu nous as dit que tu n'avais pas de chien quand tu étais enfant, mais est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie ou comment ça s'est développé cette passion pour les chiens ? Alors, comment ça s'est développé, je ne sais pas trop, mais un petit élément de réponse sûrement, c'est que ma grand-mère, le jour de ma naissance, s'est acheté un chien. Évidemment, dans des conditions un peu nul, mais comme ça se faisait beaucoup il y a du coup une petite trentaine d'années, sur un marché aux chiens, et le jour de ma naissance en fait. Et du coup j'ai malgré tout grandi avec ce chien, alors que je vivais pas avec lui au quotidien, mais je le voyais quand même beaucoup. Et ce chien c'était juste génial. Et hormis ça, à chaque fois qu'on allait à un endroit et qu'il y avait des chiens, je passais ma journée avec. Le reste ça m'intéressait beaucoup moins, et du coup je pense que c'est parti de là, cette passion. Alors c'est aussi une passion pour le monde animal dans son ensemble. J'ai aussi eu 2 chats, les animaux ça a toujours été mon truc. Quand j'étais petit, je partais en vacances à la ferme pour m'occuper des animaux et jouer avec les chiens et ainsi de suite. Donc j'ai toujours été très très attiré par le monde animal. Donc voilà, je pense que c'était une suite logique à tout ça. Ok. Et donc qu'est-ce qui t'a motivé du coup une fois adulte à prendre un chien ? Est-ce qu'il y avait juste tous les éléments étaient réunis ou il y a un truc en particulier ou c'était juste le bon moment quoi ? Alors, je sais pas si c'était le bon moment, mais ça faisait longtemps que je demandais à ma chérie de prendre un chien et qu'elle me disait non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant.
Mais je pense que je lui posais la question tous les soirs, tu vois. Genre, je rentrais, c'est bon, je peux prendre un chien? Non, non. Et il se trouve que ce soir-là, elle m'a dit oui. Et alors là, en 4 secondes, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, en fait. En 4 secondes, j'étais sur une fameuse plateforme de vente d'objets, sur lesquels j'ai trouvé une annonce où il y avait Liska. Enfin, du coup, sa mère essaie de porter, je suis allé les voir, j'ai craqué et je suis reparti avec, quoi. Donc, c'est parti en une soirée, ça a dérapé et je suis rentré chez moi avec ma chienne à 10h30 ou 11h du soir et c'était parti. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir le malinois? Du coup, si t'as choisi comme ça en une soirée, j'imagine qu'il y avait quand même une réflexion derrière, Ouais. quand même, j'imagine. Pourquoi t'as choisi le malinois? Alors, avec un peu de recul, j'ai déjà beaucoup réfléchi à la race parce que je voulais un chien qui puisse me suivre partout. J'aime bouger, j'aime bien marcher beaucoup, faire du sport. Alors, courir pas vraiment, mais faire du vélo, faire des belles randos et ainsi de suite. Donc, il me fallait un chien sportif. Et après, pourquoi le malinois? Je pense que tout simplement... alors là, je suis capable de te répondre ça maintenant avec un peu de recul sur mon parcours et sur ma personne aussi. Mais je pense que j'avais des choses à prouver euh, à moi et à mon entourage. D'ailleurs, tout mon entourage était absolument contre le fait que je prenne un chien. Pour que finalement, maintenant, ils me disent tous que mes chiens sont adorables et que c'était une super idée, que c'est vraiment des amours et ainsi de suite. Mais du coup, j'avais beaucoup de choses à prouver et je pense que quand t'es un gamin, du coup, à l'époque d'une vingtaine d'années, le malinois, ça fait costaud, ça fait bonhomme, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'était ça, plus ça, plus ça. Et puis c'est vrai que des malinois, t'en vois dans la police, t'en vois dans l'armée. Enfin, on sait tous que c'est des chiens qui sont géniaux. Et maintenant, j'en suis quasiment arrivé à déconseiller à tous mes clients de prendre des malinois, tu vois. Avec du recul, aujourd'hui, tu referais? Ouais. Alors oui, clairement, Ouais. je le referais. Parce que c'est des chiens incroyables. Maintenant, j'aurais peut-être encore plus réfléchi au budget de temps. Bien que, en fait, maintenant, avec un peu de recul aussi, aujourd'hui, le budget temps, il est normal, quoi. Faut juste le mettre dans le bon sens, mais... Et puis alors après, je pense que même si j'ai acheté un peu de chien sur un coup de tête, l'élevage était quand même pas si mauvais. C'était un peu un élevage campagne à l'ancienne, tu vois, les chiens étaient pas en box. J'ai vu la mère qui était adorable avec tout le monde. Bon, le papa, c'était un peu différent. A priori, il sautait les portails de 2,50 m, 3 mètres pour aller bouffer les chiens qui passaient dans la rue. Du coup, il était attaché, ce pauvre chien, mais la mère était vraiment cool. Ils ont grandi dans une famille, il y avait des gamins, il y avait des chats, donc il y avait déjà une bonne base de socia. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois où on en est un peu sur les élevages de malinois et ainsi de suite, alors Dieu merci pas tous, mais quand même beaucoup. Les malinois qui tournent en rond autour de leur queue toute la journée, c'est juste, ça devient très compliqué. Donc si je le refaisais aujourd'hui, je pense que je serais encore plus intraitable, entre guillemets, sur l'élevage que je choisirais. Ok. Je vais revenir un peu sur ton parcours jusqu'à la création de ton entreprise, avant même que tu sois éducateur. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait pas mal de choses. J'étais pas du tout un bon élève à l'école. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été quelqu'un de passionné. Donc quand je faisais quelque chose, je le faisais en général à fond. Et du coup, avant ça, j'ai fait un bac pro vente. Après, j'ai enchaîné sur un petit BTS où j'étais commercial en alternance. Après, j'ai bossé, j'ai dû faire 6 mois, 1 an de commercial où je me suis dit, vite, faut que t'arrêtes parce que t'es en train de devenir fou. Et du coup, je me suis trouvé un boulot alimentaire. J'ai été préparateur de commandes pendant quelques temps. Et c'est ce temps-là qui a été juste trop bien, qui m'a permis de réfléchir, de me poser, de savoir ce que je voulais faire. Et pendant que je faisais ce boulot-là, j'ai commencé à avoir une petite pension familiale à la maison, complètement officieuse. Avec du recul, là aussi, il y avait des autorisations à avoir, des accréditations. Etc. Voilà, ouais, assurance. Alors après, c'était sur des célèbres sites, donc il y avait quand même des assurances qui couvraient, mais bon, j'avais pas de CCAD ou de maintenant la cassette, je crois. Ouais. Enfin voilà, c'était complètement fait à l'envers, mais du coup, c'était un bon moyen pour moi d'amener des potes à ma chienne, en fait. Et du coup, j'avais des chiens à la maison, elle était trop contente parce qu'elle avait 6 mois, je crois, quelque chose comme ça quand j'ai démarré. Et en fait, ça a très vite pris de l'ampleur. Le bouche à oreille faisant son œuvre, je me suis retrouvé à garder beaucoup, beaucoup de chiens et je me suis rendu compte que les gens, m'amenant un chien à garder, me disaient mon chien, il est génial, mais il y a ça et ça, j'y arrive pas, c'est un vrai problème, j'en sais rien. Il vole tout, ou il s'enfuit, ou il écoute rien.
Et moi, à cette époque-là, j'étais pas formé, donc je pouvais pas leur répondre correctement, en fait. J'avais pas d'éléments à leur apporter. Et du coup, c'est là où ma réflexion a commencé à démarrer, où j'ai commencé à me dire, tiens, il faudrait peut-être que je me forme pour pouvoir répondre à tout le monde. Ok. Quelle formation t'as suivie? Quelles personnes t'ont inspiré? Alors, ma formation... C'est quoi un peu ton background d'éducateur? Ouais. Ma formation de base, c'est une formation qui s'appelle Entre Chiens. Je crois que j'en ai fait une des premières sessions, pas loin. C'est une formation qui est pas mal parce que assez complète. Tu vois beaucoup d'aspects, tu fais pas que de l'éducation, il y a pas mal de rééduc aussi. C'est une formation qui est d'ailleurs peu connue. Je pense qu'ils se cherchaient un peu pendant un temps, ils savaient pas trop comment. C'était pas du tradi du tout, c'était du positif. Après, comme dans toute formation, il y a des choses que tu gardes et d'autres moins. Mais c'est dans l'ensemble une formation que je conseille avec grand plaisir. Et puis derrière, c'est toutes les autres petites formations que j'ai faites à droite à gauche, les stages, et notamment une semaine aussi qui a eu un bel impact sur ma vision du chien. C'est une semaine que j'ai fait avec Guillaume Bretzner. Mhm. Pour ceux qui le connaissent, ils vont tout de suite comprendre ce que je veux dire. Et puis pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à aller voir, à aller lire surtout ce qu'il écrit, parce qu'il écrit beaucoup et très bien. Et puis aller le voir en formation si le cœur vous en dit. C'est quelque chose qui a vraiment changé. Soit qui a changé ma vision des choses, soit qui a conforté ma vision des choses. Aujourd'hui, je ne sais pas trop encore. Mais c'est un peu le concept de Guillaume Bretzner. Je pense que quand vous sortez de sa formation, vous vous posez plus de questions que vous avez eu de réponses. Mais c'est très, très, très intéressant. Je crois que tu t'es spécialisé en mentoring. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est que le mentoring, ce mot bizarre qui ne parle à personne? Ouais, effectivement, c'est un mot pas facile à prononcer en plus. Ouais. Le mentoring, au départ, il est développé pour rechercher des humains disparus. Donc par les forces de l'ordre, par la gendarmerie, les pompiers, et ainsi de suite, aux États-Unis. Et aujourd'hui, on en a aussi fait un loisir pour chiens. Moi, j'aurais jamais la prétention de dire à mes clients que, après avoir fait des séances de mentoring avec moi, ils iront chercher des vraies personnes disparues. Parce que je pense que c'est une utopie monstre et que, de toute façon, c'est pas notre métier. À un moment donné, il faut pas confondre un chien de travail et un chien de famille. Et puis même, les enjeux sont tellement importants que je m'amuserais pas à aller faire le guignol sur une scène de vraie disparition. Mais voilà, le mentoring, c'est apprendre au chien à rechercher une odeur précise d'un humain et de remonter sa piste pour le trouver. Activité très sympa que j'ai testée et qui était vraiment très cool. C'est ça. Je crois que ton petit beagle, on a bien profité. Ouais, carrément. Alors, comment tu as découvert cette activité? Alors, écoute, totalement par hasard, je reviens encore une fois à la formation de Guillaume Bretzner, où là, j'étais qu'avec des éducs et où je disais, vous n'avez pas une idée d'activité que je pourrais faire parce que j'ai envie de faire une activité avec ma chienne, j'avais jamais rien fait de spécial avec elle. Et très honnêtement, tout ce qui est alors mordant, ça m'intéresse pas une seule seconde. L'agility non plus, parce que je cherchais, enfin, j'ai une chienne qui était quand même assez speed et j'avais pas envie de développer ça encore un peu plus. Même si je sais que bien fait, bien cadré, et ainsi de suite, ça a aucun impact. Mais je sais pas, c'est un truc qui moi non plus me parlait pas vraiment. Et puis, à travers d'une conversation avec d'autres éducs, ils m'ont dit, moi j'ai fait du mentoring avec Karine Belleville, que je salue au passage et qui est extrêmement douée dans ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai dit, tiens, c'est un truc qui m'intéresse. Et il se trouve que Karine Belleville fait des stages, travaille toute l'année à Paris et sur les vacances scolaires à Annecy. Annecy n'étant pas très loin de chez moi, je me suis dit, je vais m'inscrire à un stage. Et là, ça a été le coup de foudre avec cette activité. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais arrêté. Je crois que je me suis inscrit à tous les stages que faisait Karine pendant l'année et demie qui a suivi. Et je suis tombé dedans. Et quand tu tombes dans le mentoring, t'en sors pas. Ou très difficilement. Ok. Alors, quels intérêts ça a de faire cette activité? Du coup, qu'est-ce que toi t'en as tiré et qu'est-ce que du coup t'as appris à en faire tirer aux autres? Alors moi déjà, je cherchais une activité à proposer à mes clients aussi. Au départ, quand je commence le mentoring, c'est pas l'objectif, c'est vraiment pour me faire plaisir moi. Et puis en faisant, je me rends compte de tous les bénéfices que ça peut apporter à un binôme. Et en fait, dans le mentoring, déjà, ce que je cherche à apporter à mes clients, c'est que à partir du moment où tu fais du mentoring avec ton chien, tu le vois différemment. C'est-à-dire que c'est plus juste un truc à quatre pattes qui te bouffe les murs, qui te saute dessus, pour certains clients, j'entends, mais qui te ruine ta maison et qui te fatigue beaucoup. Tu te rends aussi compte que ce chien, il sait faire des choses, qu'il est bon,
tu prends confiance en toi, tu prends confiance en lui, et ça peut vraiment apporter un super équilibre. Et puis pour les chiens, alors ils aiment pas tous. D'ailleurs, il y a certains chiens en entraînement où je dis écoute, ça a l'air de pas l'intéresser, donc ça sert à rien de trop s'acharner. Mais pour la plupart, ils sont comme des dingues, ils adorent ça. Et l'humain qu'il y a derrière, souvent, avec. Quand on voit son chien aussi content et aussi bien en général, on a envie de continuer aussi. Donc voilà un peu tout ce qui est... Et puis après, tu as d'autres bénéfices qui peuvent venir sur des chiens un peu timides, sur des chiens peureux, sur des chiens réactifs. Parce qu'en main trailing, un chien peureux, il va quand même réussir à faire sa piste. Et pour le coup, j'ai travaillé avec des chiens très 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 peureux. Alors là, on peut appeler ça du terra trailing, terra pour thérapie, où là, on n'a pas du tout objectif de faire des immenses pistes et tout, mais juste mettre le chien dans la réussite, dans un environnement cool qui lui correspond, où il arrive à passer au-dessus de ses peurs. Et puis pour le chien réactif, c'est pareil. Enfin, j'ai des gros réactifs en clientèle, et en main trailing, ils vont faire des câlins à leurs victimes, quoi. Alors que si tu les croises une demi-heure avant dans la rue ou ailleurs, dans un parc, ils essayent de le manger, quoi. Donc ça peut être des trucs vachement cool. Et derrière, il y a certains chiens qui arrivent à généraliser ça, d'autres moins. Mais dans tous les cas, ça peut être très très bénéfique, je pense. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, concrètement, à quoi ça ressemble une séance de main training? Que fait le chien? Que fait l'humain? Alors déjà, il faut venir voir. Même si vous ne venez pas participer, vous pouvez venir voir une séance pour... alors que ce soit chez moi ou je pense chez mes confrères, à mon avis, quelqu'un qui travaille correctement aura aucun problème à ce que quelqu'un vienne observer une session. Mais concrètement, on a un chien, déjà, ça c'est important, un humain et un chien en longe, parce qu'on ne lâche jamais son chien en main trailing, pour la simple et bonne raison que si on pratique cette activité, on peut la pratiquer dans tous les environnements. Des environnements urbains, avec des routes, des passages piétons, des voitures, comme en plein milieu d'une forêt. Donc on a toujours son chien attaché, et concrètement on se débrouille pour faire comprendre au chien qu'il faut suivre une odeur, qu'en suivant cette odeur il aura une super récompense s'il trouve sa victime, et du coup le chien comprend très vite le jeu, comme vous vous en doutez tous, les chiens comprennent relativement vite où est leur intérêt, hein, opportunistes qu'ils sont. Et donc en fait concrètement ça donne ça, on lui fait sentir une odeur, il suit sa piste et il retrouve sa victime. Du coup, où est-ce qu'on peut faire du main trailing aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des centres qui existent? Est-ce que c'est chez des éducateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins spécialisés là-dedans? Comment ça s'organise? Alors, de ce que j'en sais, il y a plusieurs possibilités. Il y a les éducs, comme moi, qui proposent ça, ou comme je disais tout à l'heure, Karine Belleville, ainsi de suite. Il y a quand même maintenant un noyau de professionnels qualifiés qui peut vous proposer cette activité-là, que ce soit sous forme d'entraînement. J'en sais rien, moi il y en a pas mal qui proposent par exemple des entraînements un soir par semaine ou le week-end. Et puis après il y a des stages de 2 jours, de 3 jours, de 5 jours. Enfin, après c'est un peu infini. Il y a aussi des associations. Alors là pour le coup je connais beaucoup moins le milieu parce que j'en fréquente pas, mais je sais qu'ils existent. Donc voilà, il y a pas mal d'options. C'est pas des centres parce qu'en main trailing on n'a jamais de lieu fixe parce qu'on bouge tout le temps et on essaye de changer d'endroit très régulièrement. Donc voilà, mais après, n'hésitez pas à contacter les intervenants en main trailing comme moi pour me demander si sur telle ou telle région je connais quelqu'un, parce qu'on se connaît quand même, enfin, je commence à en connaître pas mal. Un peu sur les formations, tout ça. Et si c'est pas moi qui les connais, j'aurai une collègue qui les connaîtra, ou des amis qui aujourd'hui en font dans telle ou telle région. Voilà, mais après, c'est une discipline qui se développe beaucoup, parce que je pense aussi beaucoup, parce que ça demande pas de matériel, pas de mise en place, à la différence de l'agility, il n'y a pas besoin de terrain, il n'y a pas besoin de matériel. Donc c'est en train de devenir un peu une mode, et du coup il faut quand même faire attention avec qui on va en pratiquer, même si les personnes sont très bienveillantes et très sympathiques. Certaines fois la formation, comme pour tout, n'est pas au rendez-vous, et du coup ça peut être un peu moins sympa ou un peu moins bien fait. Donc voilà, renseignez-vous un peu sur les parcours, sur tout ça. Même si visuellement ça a l'air très simple, il y a quand même pas mal d'heures de taf derrière. Et puis pour être bon, il faut continuer à se former et jamais arrêter, refaire des stages à droite à gauche quand on a le temps. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette expérience du main training que tu m'as permis de découvrir avec Charlie, c'était vraiment
déjà de bosser la relation avec son chien parce que voilà, on est connecté à un truc, même si nous il est pas très concentré sur nous parce qu'il suit quelque chose, c'est quand même un bon moment qu'on passe avec son chien. Et puis surtout ça permet de sentir, de percevoir nous en tant qu'humains à quel point le nez de notre chien, son flair est ultra puissant. Je sais pas si toi c'est un truc qui t'a marqué aussi quand t'as commencé et les impacts que ça a, mais moi ça m'a clairement marqué et je vais même dire que ça a changé la vision de mes propres chiens, parce que maintenant, quand je les suis en balade, parce que souvent c'est moi qui les suis en balade plus que l'inverse, je peux être capable de dire ou de voir certaines fois quand elles ont chopé une piste, quand il y a une odeur plus forte qu'une autre, et tout ça, ça se voit sur des attitudes de corps, sur des mouvements de queue, sur des orientations de corps qu'on apprend à observer en main trailing, parce qu'on a besoin de ces informations-là pour retrouver notre victime si on veut pas qu'elle passe la nuit dans la forêt. Et c'est clair que sur le quotidien, ça change beaucoup de choses. Et effectivement, tu te rends compte à quel point leur flair est puissant, à quel point ils s'en servent avec brio. Alors, ils ont clairement pas besoin de nous. Hein. C'est-à-dire que mets Charlie derrière un lapin qui est passé il y a 3 minutes, il va aller le chercher. Hein. Mais pour autant, là, justement, l'idée, c'est que le chien comprenne aussi qu'on est en équipe, donc qu'il peut pas le faire sans nous, et qu'il faut aussi... voilà, un chien au milieu d'une piste, il faut qu'il soit capable certaines fois de s'arrêter parce que, j'en sais rien, moi, tu passes sous un arbre qui est à moitié couché, donc il faut qu'il t'attende. Et ça développe aussi cette relation-là et ça permet de prendre confiance aux deux. Je pense, le chien en ses capacités, c'est une activité où le chien, il a le lead. C'est lui qui décide. C'est-à-dire que s'il te dit on va à droite, toi, t'en sais rien, donc tu le suis et tu vas à droite. Et quand t'as un coach normalement de qualité, tu sauras pas où est ta piste. Donc tu sais pas où est ta victime, donc t'as qu'à suivre ton chien et écouter ton coach s'il te dit que vous vous plantez, parce que ça arrive aussi. Hein. Il y a certaines fois, le chien il sent une odeur de chat, il part sur l'odeur du chat et il en a rien à faire de l'humain, ce qui est somme toute assez légitime. Et donc voilà, il faut apprendre à se faire confiance, et pour des chiens aussi un peu timides, qui manquent un peu de confiance en eux, qui osent pas trop, et ça leur permet de prendre un peu confiance et de se dire ok, je peux y aller, il me suit, on y va quoi. Ouais, c'est un super exercice d'empowerment, de prise d'initiative pour le chien. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment une super activité parce que ça permet de combler quand même un des besoins fondamentaux du chien, qui est de renifler, de pister. Et voilà, Dieu sait combien c'est important pour moi avec Charlie. Ouais. Donc non, c'était vraiment une chouette activité, et je vous invite vraiment à tester ça si vous en avez l'occasion, parce que c'est vraiment cool. Ouais, et puis si d'emblée ça vous parle pas forcément comme ça à l'écoute de ce podcast ou d'autres choses sur le main trailing, venez voir. Venez voir d'autres chiens en pratiquer, venez voir à quoi ressemble un entraînement, et puis si le cœur vous en dit, venez essayer. Et un point important auquel je pense, parce que comme ça de prime abord on peut se dire pour un chien de chasse easy, voilà, moi j'ai un chien de berger, ça va pas forcément faire. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler, parce que j'ai vu de me proposer qu'un chien de berger, c'est des berdes vachement mieux qu'un beagle. Alors pas forcément vachement mieux, mais c'est des approches différentes. Ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi le main trailing, parce que c'est absolument pas discriminatoire. C'est-à-dire qu'en main trailing, on peut avoir tous les chiens. Et quand je dis tous les chiens, du chihuahua au bulldog anglais en surpoids, enfin tous les chiens. Et, chose non négligeable non plus, tous les humains aussi. On peut avoir des gens très âgés, des personnes en situation de handicap. Ça exclut vraiment personne. Et notamment, ça exclut pas non plus les chiens réactifs avec les autres chiens, les chiens réactifs à l'humain, les peureux. Enfin, vraiment, je pense qu'à ma connaissance, c'est la seule activité qui permet à tous les chiens de la pratiquer. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Après, il y a des chiens qui ont plus de facultés que d'autres. Les chiens de chasse qui ont des très bons flairs, certaines fois, ils s'en sortent très bien, puis certaines fois, ils aiment tellement chasser que... Ils dévient un peu. Ils dévient un peu, ils vont faire un peu leur sauce au milieu et ils finissent par y arriver ou pas, ça dépend. Mais ouais, alors après, on sait que les chiens de berger, ils ont des facultés un peu pour tout. Donc c'est des chiens partant pour tout. Et ils sont très bons, mais c'est pas forcément les meilleurs. D'ailleurs, le chien star du main trailing, au départ, c'est quand même le Saint-Hubert, donc, qui est un chien de chasse. D'ailleurs, il y a beaucoup de gendarmes qui travaillent avec des Saint-Hubert. Le Malinois prend un peu le pas parce que, une fois de plus, très polyvalent, très physique, il peut passer dans des zones où le Saint-Hubert il va avoir un peu de mal. Et puis ils sont peut-être
un petit peu plus vif d'esprit, sans être désagréable vis-à-vis des Saint-Hubert, mais voilà. Mais du coup, il y a, vraiment, tous les chiens peuvent s'exprimer à leur façon. Même des petits chihuahuas tout minuscules peuvent y arriver, quoi. C'est ça qui rend les choses très cool aussi. Ouais. Je voudrais passer à la deuxième aventure dans laquelle tu t'es lancé à côté de l'éducation canine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Avec plaisir, avec plaisir. Je me suis lancé dans une nouvelle aventure parce que, avant d'être éducateur canin, je pense que je suis aussi un peu entrepreneur sur les bords. Et que j'adore faire des nouvelles choses, découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux horizons, et que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et du coup, on s'est lancé avec mon ami Geoffrey dans une aventure entrepreneuriale qui s'appelle Petit Père, qui est une société de vente de produits pour chiens. Et Petit Père, c'est typiquement une rencontre en éducation canine d'un éduc, c'est-à-dire moi et de son client Geoffrey. Et on s'est vu pour son chien, le chien qu'il venait d'adopter. Et il se trouve qu'on s'est hyper bien entendu et qu'on n'a pas beaucoup éduqué son chien, pour être tout à fait transparent. Mais on s'est hyper bien entendu et on s'est dit, lui, il avait des grosses connaissances dans le milieu de la cosmétique humaine. Et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse un truc pour les chiens, ensemble. Et voilà, Petit Père est né. Alors Petit Père, aujourd'hui, ça a 3 mois, donc c'est quand même tout neuf. Ça fait un petit moment qu'on planche dessus et qu'on bosse dur, mais... Voilà, là, Petit Père a pointé le bout de son nez et on va voir jusqu'où le Petit Père ira. Trop cool. Alors, quel produit on retrouve sur la boutique de Petit Père ? Alors, sur la boutique de Petit Père, alors là, on est une fois de plus au démarrage, donc pour l'instant, c'est assez concis. Mais on a 3 gammes, une gamme de cosmétiques qui, dans l'éthique de la société, se veut fabriquée en France à base de produits naturels et dans des packagings recyclables ou réutilisables. Parce que ça, c'est aussi un engagement qui nous tient à cœur. Après, on a une gamme de grignotage, donc plein de trucs à ronger, sympas pour les poilus, et une petite gamme d'accessoires avec les petits jouets du moment qui nous plaisent, qu'on a envie de partager, des petites peluches. Là, très récemment, une petite panière à jouets, enfin voilà, les trucs qui nous passent par la tête et qui nous font plaisir. Donc voilà là, un peu les gros marqueurs de Petit Père, et c'est dans l'idée, on aimerait que tout ce qu'on propose soit... à terme fabriqué en France dans les meilleures conditions possibles et parce qu'on a été un peu dégoûté par le marché, alors notamment sur la cosmétique où il y a quand même beaucoup de choses imbuvables qui sont vendues avec très peu de transparence et très peu de contrôle, parce qu'il faut savoir que dans le milieu canin, notamment au niveau de la cosmétique, les contrôles sont inexistants, il n'y a pas de réglementation, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Enfin, en tout cas, les réglementations sont très larges, bien plus larges que les réglementations pour la cosmétique humaine. Donc voilà, nous on a pris un peu le pari de faire des choses bien et d'essayer de les faire le mieux possible et dans notre cher pays qui est la France. Trop cool. Donc ouais, j'imagine que c'est une des valeurs fortes de votre entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs comme ça que vous portez avec Petit Père ? Ouais, alors d'autres valeurs, toujours les mêmes en fait, les mêmes valeurs qu'en éducation canine, c'est-à-dire la bienveillance, la sympathie. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler le plus possible avec des artisans français, avec des... comme on aime bien s'appeler et les appeler, mais des petits gars, quoi, des petits humains qui sont là et qui font les choses correctement et avec du sens, pour aller un peu à l'inverse de toutes ces grosses machines qui sont très bien hein, et qui travaillent beaucoup, mais qui, voilà, ça perd son humanité et quelque part, on se connaît plus. Et enfin, voilà, on trouve, parce que du coup, je parle un peu au nom de Geoffrey aussi, mais on trouve ça un peu dommage et nous, on a envie de rester sur quelque chose de proche de nos clients, proche des gens, une expérience humainement riche encore. Du coup, pour toi, qu'est-ce que ça signifie entreprendre dans le domaine canin ? Parce que tu en as un peu fait ta spécialité. Entreprendre dans le domaine canin, c'est beaucoup de choses. Déjà, je considère que la vie, il y a peu de hasard. Et que ce soit la rencontre avec ton chien, ou avec un humain, c'est jamais du hasard. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais c'est Guillaume qui m'avait fait me poser cette question-là. Mais quand t'as, je sais pas, moi je dis un chiffre au hasard, sur Le Bon Coin par exemple, 300 000 chiens, pourquoi c'est celui-là que tu vas te prendre ? Qu'est-ce qui va t'amener à choisir ce chien-là ? Est-ce que c'est vraiment un hasard ? Moi, mon avis, c'est que c'en est pas un. Et que si tu dois avoir ce chien-là, c'est ton inconscient, c'est, à mon avis, plein de facteurs extérieurs qui font que... Et du coup, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est des hasards, des rencontres.
qui nous donne des projets, des idées. Et après, on suit ces idées, ces projets. Il y en a certaines qui aboutissent, d'autres pas. C'est la vie de l'entrepreneuriat. Du coup, je voulais revenir un peu sur ta vision de l'éducation canine. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de l'éducation canine ? Ma vision de l'éducation, je dirais que j'ai pas de vision de l'éducation. Alors, évidemment, dans le respect du chien, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'aujourd'hui, mon discours, il est bien plus orienté autour de la bienveillance, que ce soit vis-à-vis du chien, que ce soit vis-à-vis de l'humain. Alors, autant il y a des chiens qui posent des problèmes à des humains, mais il y a aussi des humains qui ont beaucoup de problèmes. Et mon axe aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aider le chien en aidant son humain, surtout. Et voilà, d'être bienveillant, d'essayer d'être respectueux, compréhensif, de juger les gens le moins possible, même si parfois c'est pas évident parce qu'on se retrouve quand même dans des situations en général, enfin pas en général, mais certaines fois très complexes. Donc essayer de prendre du recul par rapport à ça et d'être très humain, j'allais dire. Oui, et l'éducation canine, c'est beaucoup d'humains avant de faire du chien. Clairement. C'est ça. Clairement, et puis alors tu vois, j'entends beaucoup d'éducs qui disent ouais, moi je suis devenu éduc parce que j'aime pas les gens, mais c'est une erreur monstrueuse, quoi. Enfin, pour moi, si t'aimes pas l'humain dans ce métier, tu seras pas bon et ce sera désagréable au possible pour toi, quoi. Alors je dis pas que tous les clients sont adorables et qu'on passe des super moments à chaque séance d'éducation, ce serait mentir. Mais moi j'ai un vrai fond d'humaniste, j'allais dire. J'aime l'être humain pour ses bons côtés, un peu moins pour les mauvais, mais c'est pas grave, tout ça, c'est de l'échange et ça se travaille. Mais je pense qu'il y a vraiment du bon en chacun, il faut juste réussir à le faire sortir et à remettre tout ça dans une dynamique positive une fois de plus. Et on arrive à avoir des résultats vachement sympas. Ouais. Ok. Est-ce que tu as évolué entre quand tu as commencé, qui n'était pas hier, jusqu'à maintenant, et comment tu as évolué, si tu as évolué, et qu'est-ce que tout ça t'a apporté, comment tu as évolué aussi ? Alors, est-ce que j'ai évolué ? Oui, évidemment. J'aurais tendance à dire que celui qui évolue pas, il meurt. Mais c'est surtout que je suis sorti... quand tu sors de formation, je pense que tu as une approche très scolaire. C'est-à-dire que, comme pour toute formation, quel que soit le domaine, tu es très dans le scolaire et on t'a dit pour telle problématique, tu appliques ça, tu essayes ça, ça, ça et ça. Et vu que je suis quelqu'un d'absolument pas scolaire, je suis très vite en sortie de formation, je suis très vite parti un peu différemment sur d'autres aspects j'ai exploré d'autres pistes, j'ai lu pas mal de choses, je me suis renseigné beaucoup, j'ai appelé plein de collègues et de collègues, parce que pour moi c'est pas des concurrents mais des collègues, pour échanger, pour discuter, tiens toi comment tu vois ça et ainsi de suite. Et je suis tombé sur des choses différentes qui n'étaient pas dans mon parcours de formation, et en fait je suis parti complètement, je vais pas dire à l'opposé, mais on m'a un peu appris à faire du conditionnement et ainsi de suite, et c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui. Sans dire qu'il faut pas de conditionnement, parce que je suis pas dans cet extrême-là non plus, dans le sens où pour moi vivre avec un chien c'est quoi qu'il en soit le conditionner et conditionner de plein de manières différentes, mais aujourd'hui on va dire que mon métier c'est pas assis couché debout, donne la patte et fait le beau, ça c'est même aux antipodes de mon métier. Je me concentre vraiment sur la relation maintenant, alors qu'au début mes premiers clients j'étais très scolaire. Aujourd'hui vraiment rares sont les séances où je sais même pas si j'en ai en tête, mais où je fais du conditionnement, quoi. Montrer une demi-seconde à un client comment on fait coucher son chien, oui. Et après, le laisser se débrouiller surtout. C'est-à-dire que dans mon approche, j'essaye de beaucoup responsabiliser les gens. Moi, je suis pas là pour mâcher le travail des gens. C'est-à-dire que prendre un chien, c'est un engagement personnel, c'est un investissement personnel à mettre. On fait appel à moi et c'est très bien, et je remercie mes clients d'ailleurs, tous ceux qui me font confiance. Mais moi, je viens pour leur donner des clés. Leur donner des pistes de réflexion, les amener peut-être à repenser la relation, à repenser les choses qu'ils ont en face d'eux, et pas pour leur apprendre à faire asseoir un chien. Enfin, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais YouTube est ton ami. Entre YouTube et nos chers amis qui proposent des formations en 20 jours pour avoir un chien super bien éduqué,
Enfin, voilà, je pense que peut-être soit 50% des clients chez qui je vais ont fait des formations dans ce genre-là. Et il se trouve qu'ils ont toujours plein de problèmes parce que ton assis couché, pas bougé, ça règle absolument rien. Alors oui, ton chien au passage piéton, il est joli parce qu'il est assis et que ça fait bien, mais ça ne change pas ta vie, quoi. Ni la sienne, d'ailleurs. Donc ouais, ma vision, c'est celle-là, c'est de responsabiliser les gens et de dire, ok, là, on a cette situation-là, maintenant, il y a plein d'éléments autour. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux? Et oui, je vais chez des clients qui me disent, bah non, je sors pas mon chien, j'ai pas le temps. Et ben, je m'énerve pas et je leur dis que c'est pas grave et que ce temps-là, ils vont réussir à le trouver et que si on fait un planning avec toute la famille, chacun va trouver 10 minutes pour sortir le chien et que finalement, bah, le chien, il sera sorti peut-être 40 minutes dans la journée. C'est toujours pas extraordinaire, mais c'est mieux que zéro. Et du coup, on a moins de problèmes et du coup, le chien se comporte mieux et on a peut-être plus envie de le sortir aussi. Mais voilà, mon idée, c'est de jamais culpabiliser personne et juste d'essayer de prendre les choses comme elles sont et de trouver des solutions au départ très simples et qui ne demandent pas grand-chose. Quand tu arrives chez un client qui te dit qu'il a jamais sorti ses chiens avant et qu'il n'a pas le temps, si tu lui dis tout de suite, bah, à partir d'aujourd'hui, c'est 1h30 par jour, ça peut être un peu violent. Ça peut être violent, et puis surtout, il le fera pas, ou t'en as 80% qui le feront pas et qui se diront, lui, il est complètement con. Alors qu'une fois que tu connais les gens, que tu as créé du lien avec eux, que le feeling est bien passé, bah, ton message, il passe tellement mieux et t'es tellement plus entendu. Et force est de constater qu'il y a des résultats et que du coup, bah, les relations changent et que les gens soufflent aussi. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, prendre un chien, c'est quand même un vrai chamboulement. C'est un mot qui est fort, mais je pense que c'est aussi ça. Pour moi, quand on prend un chien, c'est qu'il nous manque quelque chose, à un moment ou à un autre. Sinon, objectivement, aujourd'hui, je vais pas prendre un aigle parce que je ressens pas ce besoin-là. Mais quand on prend un chien ou un animal de compagnie, en général, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et qu'on a besoin, enfin pour moi, qu'on a besoin de trouver quelque chose dans cette relation-là. Et certaines fois, bah, on n'arrive pas à le trouver. C'est-à-dire qu'on a un chien, mais on ne trouve pas cette chose-là. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, c'est quelque chose qui devient difficile et qui souvent n'est pas agréable. Enfin, faut sortir du... Alors du coup, mon métier m'en a fait sortir, mais il faut sortir du fantasme du chien parfait que tu vois à la télé, dans les films. Ouais, c'est trop bien. C'est clair que ça fait envie à tout le monde. Et que quand tu prends un chien, tu te dis, ouais, ça va être comme ça va être extraordinaire. Et puis dans les faits, ouais, tu vas perdre un canapé, tu vas perdre une porte, tu vas perdre ton sang-froid. Voilà, c'est aussi compliqué. Et mon travail à moi, c'est ça, c'est de remettre tout ça en perspective, de rappeler l'importance de certaines choses et de la bienveillance dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a des humains qui sont très bienveillants avec des chiens qui ne le sont pas du tout. Moi, je dis à beaucoup de mes clients, alors souvent que ça choque un peu, mais je leur dis, votre chien, c'est un enfoiré. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il fait exprès pour vous gonfler, et il a bien compris que ça vous gonflait, et il va pas s'arrêter de les faire tout de suite, quoi. Donc il y a des humains très bienveillants avec des chiens qui ne le sont pas, et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de chiens bienveillants avec des humains qui ne le sont pas. Et moi, de remettre un peu les éléments à travers mon approche dans la balance, pour réussir à retrouver quelque chose de plus serein et de plus vivable pour tout le monde, et d'agréable, quand même. C'est le but. Bah ouais. Ouais, et puis c'est pas si facile que ça, mine de rien. On a tous, alors je pense que tous dans nos parcours de vie, on a des exemples de gens avec qui ont un chien avec qui ça se passe super bien et d'autres super mal, soit dans nos entourages, soit même dans notre enfance. Enfin, aujourd'hui, quand je repense au chien que ma grand-mère avait pris, mais c'était n'importe quoi. Avec du recul, le chien il mangeait sur la table avec elle, il mangeait des trucs improbables. Si tu t'approchais à lui de 40 mètres quand il dormait, il te grognait dessus. Enfin, c'était, mais... Bon, il a eu une très belle vie et ma grand-mère était fan de son chien et moi aussi d'ailleurs. Mais c'était très peu respectueux, quoi, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Donc voilà, il faut réussir à leur donner de l'amour, mais pas trop non plus. Essayer d'être juste. Et c'est très difficile d'être juste et d'être. J'ai pas la prétention de dire que j'ai la justesse parfaite, loin de là. Je pense certainement que si mes chiennes pouvaient parler, elles diraient que je suis un très mauvais maître de chien, peut-être. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et du coup, je pense que quand on prend un chien dans sa vie, il y a vraiment des raisons et qu'à partir du moment où on se pose ces questions-là et qu'on cherche ces raisons, on trouve des réponses. Et que ces réponses nous aident dans la relation avec l'animal après.
Ok. Débrouille-toi avec ça. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, ça, c'est la spécialité de Guillaume Bredner. C'est tiens, prends-toi ça dans la figure et vas-y, débrouille-toi. Et puis, puis t'as des gens qui pleurent, t'as des gens qui sourient, t'as des gens qui le vivent bien et d'autres beaucoup moins. Mais je pense que c'est des vraies questions qui valent le coup de pourquoi il y a des humains qui prennent des chiens et d'autres pas. Ouais. Elle est où la différence entre les deux? Et tu vois, moi aujourd'hui, je sais pas si je les ai trouvés encore. J'ai des éléments, évidemment, t'avances dans ta réflexion et tu te dis, ah oui, ça peut-être que... Mais trouver la réponse... Ouais. J'ai pas fait psycho, malheureusement, mais je pense que maintenant, les formations que je fais et qui m'intéressent, c'est des formations bien plus axées sur la psychologie que sur autre chose. Ouais. J'estime pas avoir fait le tour du monde du chien, et loin de là, j'ai encore des milliers de choses à apprendre. Mais en tout cas, mon intérêt et ma curiosité en ce moment, elle va là-dessus. Ouais. Donc, ce que je vais lire, chercher, écouter, c'est des choses qui vont dans cette optique-là. Oui, je pense que c'est hyper fondamental, en fait, de comprendre pourquoi le chien fait autant partie de notre vie. Alors, pendant longtemps, c'est parce qu'il nous a été utile, certes, mais aujourd'hui, il nous est plus utile à proprement parler dans le sens de travail dont on pouvait entendre parler avant. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous est utile d'une toute autre façon qui est beaucoup plus psychologique. Donc, je comprends ce cheminement de réflexion. Ouais, c'est vrai que tu as raison dans ce que tu dis. À l'époque, ils étaient utiles. Maintenant, même quand tu remets les choses, moi, je recontextualise souvent ça. Je fais souvent ça avec mes clients en disant, ce même chien, si il était né il y a 50 ou 60 ans, il aurait peut-être jamais connu une maison avec des barrières. Il aurait peut-être jamais connu des gens qui auraient eu un problème avec le fait qu'il saute. Parce que je sais pas, alors j'ai pas 60 ans, mais dans mes souvenirs et dans ce que je vois, à l'époque, le chien il sautait sur tout le monde et tout le monde en avait rien à faire, quoi. Donc c'était un problème pour personne. Aujourd'hui, c'est un problème pour tout le monde. Je pense que c'est la première chose aujourd'hui qui embête mes clients, c'est ils sautent. Ouais, je suis d'accord, c'est pas forcément agréable. Mais il y a 60 ans, c'était un problème pour personne. Donc il faut aussi remettre dans le contexte, le chien il vole. Ouais, il vole dans mes poubelles ou il me pique les trucs à manger sur le plan de travail. Ouais, mais il est né pourquoi, le chien? Aussi, à un moment donné. Donc oui, c'est des problématiques sur lesquelles il faut travailler, mais une fois que tu remets en contexte, et moi j'ai pas de problème à dire aux gens, oui, votre chien il est fait, il adore faire les poubelles, il fera les poubelles jusqu'à la fin de sa vie, donc enlevez votre poubelle ou mettez un truc dessus, mettez-la dans un placard. Ouais, des fois la solution elle est aussi simple comme bonjour, quoi. Il vole dans la poubelle, et cache la poubelle. Oui, il faut être prêt aussi, et je pense que là c'est le cas pour la poubelle, mais c'est le cas pour plein de choses. Il faut être prêt à réorganiser sa vie et qui on est, en fait, aussi plus fondamentalement quand on prend un chien, parce qu'il prend une place énorme, que ce soit dans notre vie, dans notre cœur, dans notre journée, dans notre quotidien, dans notre famille aussi, parce que c'est un membre à part entière. Et l'exemple de la poubelle, il est assez parlant, en fait, parce que si tu veux pas que ton chien mange dans la poubelle, mets-la autre part. et ça marche avec plein de choses. C'est ça, et puis après, effectivement, les chiens, et alors là, je vais t'amener sur une autre piste de réflexion, mais quand je dis que le chien, il vient pas dans ta vie par hasard, dans mon idée, il a une mission, ce chien. Il vient faire quelque chose. Quand je vais chez des clients, par exemple, très organisés, où tout est carré, et que le chien il vient au milieu te mettre un bordel monstre et faire péter des plombs à tout le monde, pour moi, c'est pas pour rien, quoi. C'est soit tout le monde s'ennuyait et il fallait un truc pour renouveler, et le chien, lui, il prend cette mission hyper à cœur et il se dit « Ah tiens, c'est génial, je suis venu là pour ça et je vais m'en donner à cœur joie. » Alors, je dis pas que j'ai la bonne vision et que ce que je dis, c'est vrai, j'ai pas du tout cette prétention-là. En tout cas, c'est maintenant, à travers un peu mes expériences et mes formations, que c'est un peu ce que j'ai en tête. Et c'est un peu comme ça que je mène mes pistes de réflexion et que sont tournées mes questions chez les clients et l'observation. Tu vois, je pense qu'en observant beaucoup de choses, tu peux te faire des idées très rapides. Alors, bonnes ou mauvaises, mais tu peux te faire des idées. Tu vois, là, en te voyant, toi, avec ton chien et en t'ayant vu un peu avec Charlie, pour moi, il n'y a vraiment pas de hasard, quoi. Et c'est hyper drôle, mais il n'y a pas de hasard. C'est vrai ? Ouais. Alors, je te rassure, je ne vais pas te facturer un bilan. Mais c'est très marrant.
Et pour moi, c'est pareil. Hein, ça, je fais mon autocritique en même temps. Mais quand je vois les problématiques que j'ai avec mes chiennes, parce que j'en ai, mais en fait, c'est un peu mes problématiques aussi. Notre chien est aussi notre reflet, quoi. Ouais, soit notre reflet, soit certaines fois notre inverse, soit certaines fois... Mais tu vois, alors oui, j'ai des chiennes qui sont speed et qui des fois pètent des plombs sans savoir pourquoi, et où j'ai envie de m'arracher les cheveux, que j'ai plus d'ailleurs. Mais moi, je suis un peu comme ça. Donc, mon entourage, certaines fois, il doit vivre la même chose aussi. Et ça t'amène à réfléchir sur toi, sur eux, sur tout ça. Et c'est là où je trouve que c'est bien plus intéressant que, une fois de plus, de faire du assis couché debout, donne la patte. Alors, je critique pas ceux qui le font, hein, bien au contraire. Et d'ailleurs, ils le font et bien mieux que moi, c'est certain. Mais c'est vraiment pas mon axe de développement et mon axe de curiosité et d'intérêt. Donc, vous ne me verrez pas faire ça. Ou vraiment très peu quand j'ai vraiment pas le choix. Ok. Donc pour passer à la partie conseils, quels conseils tu pourrais donner à des gens qui souhaiteraient travailler sur cette relation qu'ils ont avec leur chien ? C'est une très vaste question. Et du coup, je vais répondre par une très vaste réponse. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est penser. Voilà, réfléchissez, repensez, pensez ou repensez même plus. Recontextualisez. Remettez de l'importance dans vos questions. C'est-à-dire que souvent quand je demande à mes clients, c'est donnez-moi vos problématiques par ordre d'importance. Donc de la plus embêtante à la moins. Et remettez un peu, pondérez tout ça. Pondérez tout ça et prenez peut-être un peu de recul. Et des fois, on se rend compte qu'il y a des problématiques qui n'en sont pas, finalement. Alors, mon chien, il tire en laisse. Ouais, ça t'embête ? Non ? Bon, bah voilà, j'ai résolu ton problème. Voilà, c'est tout. Parce que qui nous dit qu'un chien, ça doit pas tirer en laisse ? C'est un peu un diktat aujourd'hui de le chien, une fois de plus, de télé, qui marche au pas. Mais en fait, on s'en fout. Si t'as un chien qui fait 10 kilos, qui tire et que tu t'en fous, ou si ton chien, il en fait 50 et que ça te gêne pas, c'est le problème de qui ? À part le tien. Personne. Alors à ce moment-là, achète un bon harnais, que ton chien il puisse au moins tirer dans de bonnes conditions. Et voilà. Mais est-ce que c'est vraiment un truc qui t'embête au quotidien ? Oui, non. À partir de ce moment-là, fais tes choix, amène ta réflexion au bout. Et voilà, moi aujourd'hui, j'ai 2 chiens et j'ai 2 chiens qui tirent. Bon, elles m'arrachent pas les bras non plus, mais ouais, ça tire un peu. Mais d'un autre côté, je m'en fous, je fais 1m90, je fais 90 kg, elles vont pas me faire bouger tout de suite. Donc, non, mais si vous avez envie de tirer, tirez, c'est pas grave. Je leur mets un harnais sympa et elles tirent. Et c'est elles sont comme ça, et moi ça m'embête pas. Donc, et puis très honnêtement, j'avais aucune envie de passer 40 heures à travailler une marche en laisse, parce qu'une fois que tu l'as fait un peu la journée, le soir t'as pas du tout envie de t'embêter avec ça. Donc j'ai pris ce postulat-là, et aujourd'hui il me va bien, et je vis bien avec ça, quoi. Et tes chiennes n'en sont pas plus malheureuses ? Écoute, je sais pas, à vrai dire. Si t'arrives à leur poser la question et avoir une réponse, genre est-ce que t'es contente de tirer ? Écoute, quand je les mets devant une trottinette, elles adorent tirer, ça c'est certain, ou devant un vélo ou autre, c'est un truc qu'elles aiment vraiment beaucoup. Donc je pense qu'elles aiment aussi tirer tout court. Ouais, faut que ça aille vite, faut que ça bouge. Voilà, elles tirent. Ok. On va passer à la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens et de faire ce métier ? Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Beaucoup de choses, je pense. J'ai commencé ce métier en même temps que la naissance de mon fils. Et si tu veux, ça a complètement chamboulé ma vision de l'éducation et de tout ce qui pouvait en être. Donc de l'humain, du chien, de tout ce que tu veux. Donc ça a changé une tonne de trucs dans ma vie. Enfin, je pense que si je veux les lister, le podcast, il va durer l'année. On est parti pour 365 jours. Tu reviendras si tu veux pour lister tout ça. Pas de problème. Alors, quand tu auras fini ta réflexion et ton introspection, ça me va. Ok, deal. Mais non, ça a changé des milliers de choses. Des milliers de choses, surtout que ma vision de l'éducation avant tout ça, moi j'étais un grand fan de César Millan. Là, c'est aujourd'hui, avec du recul, évidemment, je n'aime pas ses méthodes et je les pratiquerai jamais. Mais dans mes yeux de gamin, c'était extraordinaire de voir ce mec qui, en 2 coups de doigts dans les flancs, réussissait à faire marcher un chien nickel. Et pareil, je suis allé en club au départ avec Liska, parce qu'on m'a offert ça en cadeau en me disant il va être trop content. Et puis quand j'ai vu un peu la violence, la méchanceté, l'incompréhension de tout ça, j'ai fui très vite. Et du coup, ça m'a amené à être beaucoup plus
réfléchi, beaucoup plus dans l'analyse et au quotidien, comme je te dis, dans l'éducation de quoi que ce soit, en fait. Pour moi, à partir du moment où il y a une éducation, il y a un échange, il doit y avoir du respect, de l'écoute. Et aujourd'hui, tous mes clients qui ont des chiens et qui ont des enfants, je fais des parallèles toutes les 5 minutes, quoi, voire toutes les 2 minutes, parce que c'est, pour moi, c'est la même chose, sur beaucoup de points. Alors ouais, il y en a un qui parle et l'autre parle pas. Mais hormis ça, il y a des centaines de situations où c'est pareil, quoi. Et du coup, maintenant, quand je dis des choses à mon fils, je me dis, merde, qu'est-ce que j'aurais dit au chien ? Ou à l'inverse, quand je dis quelque chose au chien, je dis, mais merde, je fais pas la même chose avec mon fils. Et c'est assez perturbant au quotidien, mais c'est quand même... voilà, ça fait partie des choses qui ont changé dans ma vie. Outre la passion, outre le fait d'adorer ce que je fais, de me lever avec la banane tous les matins et d'avoir envie encore de faire des dizaines de choses, ouais, ça a changé des trucs fondamentalement. Ça m'a fait prendre un recul que j'aurais pas pris autrement, je pense. Et du coup, tout ce qui va avec le recul, un peu d'expérience, un peu de maturité, un peu de beaucoup de choses, qui fait qu'aujourd'hui, ouais, je pense que ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Ouais. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs ? Que ce soit des films, des livres, des podcasts, des vidéos. Alors, je vais encore rester hyper vaste, mais servez-vous des ressources qui vous plaisent et qui vous font plaisir. S'il y a des trucs que vous n'avez pas envie de lire, ne les lisez pas. Parce que ouais, tout le monde doit lire les signaux d'apaisement. Mais non, en fait, si t'en as rien à taper, tu le lis pas et c'est pas grave. Tu vivras très bien avec. Et moi, il y a des livres que j'ai lus 3-4 ans après. Certains où j'ai appris des choses, certains moins. Mais quand j'ai pas envie de lire un truc ou de voir un truc, je le fais pas. Et ça me manque pas. Tu vois, alors je te reprends l'exemple des signaux d'apaisement, mais on en bouffe plus que de raison. C'est-à-dire que maintenant, toute personne, sachante ou pas, c'est-à-dire que professionnel ou pas, voit un chien se lécher la truffe et c'est forcément une catastrophe. Parce que lire un livre sans avoir tous les éléments et sans avoir le recul aussi nécessaire pour analyser telle ou telle chose, ça n'a pas trop de sens. Donc allez lire des livres qui vous plaisent. J'ai lu vraiment pas mal de bouquins sur les animaux, sur l'intelligence animale, c'est des choses qui, moi, me plaisaient et moi, m'attiraient. Donc lisez des trucs qui vous attirent, et si vous êtes attiré par des livres de psycho, lisez des livres de psycho. Si vous êtes attiré par des séries, regardez des séries. Il y a des séries, il y a une série sur le chien qui est sortie sur Netflix, qui est complètement catastrophique au niveau des méthodes, mais malgré ça, il y a quand même des petits trucs intéressants. Soyez curieux, en fait. Allez chercher l'info là où vous avez envie d'aller la trouver, et pas l'info qu'on vous dit d'aller chercher. Parce que c'est votre avis qui est important et votre ressenti et pas le reste. Voilà. Où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail, ton quotidien, tes réflexions ? Alors mes réflexions, nulle part, parce que je les partage pas. Je partage mes réflexions avec mes clients et avec mes proches, mais je sais pas pourquoi, mais je suis pas... écrire sur les réseaux, alors je le fais un petit peu, mais voilà, très 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 léger. Je sais pas, peut-être parce que j'en ai un peu marre de ce monde où tout le monde se tire dans les pattes et où t'es épié en permanence et où le moindre mot de travers te vaut une tollée générale. Donc vous aurez pas mes réflexions sur internet, mais bon, si vous voulez m'écrire et discuter, c'est avec plaisir. Et puis sinon, vous me suivez sur les réseaux, Facebook, Instagram, que ce soit pour Côté Chien, donc l'éducation canine, le mentrailing, ou Petit Père. Voilà, vous pouvez venir nous suivre et me suivre et me parler avec un grand plaisir. Trop cool. Bon, merci beaucoup, Corentin. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment et j'ai plein de réflexions à travailler. Et tant mieux. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Ciao. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Corentin et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @côtéchien au pluriel, @tipper_France et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez
prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.